Il y a un deuxième élément dans notre société qui a changé la mort, c'est le temps. Pardon de parler encore du passé et de moi-même. J'avais une grand-mère qui était en noir, mais qui était en noir quand j'étais enfant, et donc qui devait avoir à cette époque-là une 50aine d'années. Et cette dame, toujours en noir, portait le deuil de son mari mort à la guerre de 14. Et le temps du deuil, qui est le temps d'après la mort, était un temps long, je dirais presque anormalement long, puisque, entre guillemets, impossible de refaire sa vie, puisque on portait comme une peine le deuil de la personne disparue. Mais aujourd'hui, et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, un de mes amis, en été, c'est vrai, c'est en été, c'est à Juan-les-Pins, je le rencontre avec une chemisette à fleurs, et je plaisante, et je vois que ma plaisanterie tombe à plat, peut-être parce qu'elle n'était pas bonne, mais je lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas, il me dit, j'ai perdu mon père hier. Et ça montre qu'on n'a plus cette protection dans le deuil de celui qui malheureusement, juste après la mort d'un être cher, se trouve séparé, protégé, je dirais presque, par le fait de dire, voilà, je suis dans une grande souffrance, à la fois j'ai besoin de l'affection et de la fraternité de chacun, mais en même temps, je ne peux pas rentrer dans la foule, je ne peux pas rentrer dans la vie, j'ai besoin d'un peu de temps pour me reconstruire et reconstruire l'envie de vivre. Donc le deuil s'est raccourci. Qu'est-ce qu'il y a avant le deuil? Il y a la mort, mais la mort, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est un instant, c'est pas une durée. C'est la fin de la vie qui est une durée, mais la mort, d'un instant, je passe de la conscience à l'inconscience. Je passe de la vie à la mort. La palisse disait, un quart d'heure avant sa mort, il était toujours en vie. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il y a avant? Eh bien, il y a avant la fin de la vie. Ou plus exactement, si on va très très loin dans la fin de la vie, l'agonie, les derniers instants. Est-ce qu'ils ont encore du sens dans notre société? Moins qu'avant pour les raisons qu'on a évoquées, et la pression du temps court, qui est la marque de notre société, qui veut que tout aille vite, voudrait aussi que ce temps se raccourcisse. Alors, posons-nous la question, est-ce que la société telle qu'elle est aujourd'hui est une société qui veut que tout ce qui précède la mort se raccourcisse, qu'on soit tous en excellente santé jusqu'au bout, et que la mort vienne brutalement interrompre ce cycle de la belle vie par une belle mort. Belle mort. Est-ce qu'il existe des belles morts? Non. Il y a un joli texte de Camus qui s'appelle La mort heureuse. Mais en réalité, son personnage, à la fin, face au ciel étoilé, presque solitaire, retourne à l'immuabilité des pierres et des choses immobiles. Je ne suis pas sûr, enfin en tout cas je ne l'ai pas rencontré, celui qui a la béatitude devant l'apparition du néant, et je pense que la mort n'est jamais heureuse. La mort est toujours un déchirement, la mort est toujours une séparation, peut-être entre l'âme et le corps, mais en tout cas entre vivant et mort. Et donc cette séparation est une séparation obligatoirement douloureuse pour celui qui reste comme pour celui qui part. Et donc attention, peut-être à une société qui voudrait imaginer la mort heureuse, la belle mort, qui serait cette mort qui serait presque une disparition et qui ferait que un jour on disparaîtrait dans l'espace et dans une opération qui serait à la fois miraculeuse et scientifiquement, techniquement impossible à ce jour, eh bien on passerait de la bonne vie à la bonne mort. Si vous réfléchissez un instant, on va se dire au fond, qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que c'est que la vie humaine? Ben oui, la vie humaine, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. D'ailleurs, qu'y a-t-il au-dessus de la vie humaine? Et même, et je dirais même et surtout, si le ciel est vide, qu'y a-t-il de plus élevé comme valeur que la vie humaine? Rien. Ça ne s'achète pas. En même temps, si, ce que je ne souhaite pas, monsieur le maire, si ce bel édifice se mettait à brûler, qu'est-ce qu'on sauverait? Pas forcément pas les ordinateurs, forcément pas les biens matériels. Et même s'il y avait des choses importantes
au mur, on sauverait nos vies et on essaierait de sauver les vies des autres, prouvant bien que c'est ça qui est plus important. Dans un vieux film qui s'appelait, que seuls les plus anciens connaissent, qui s'appelait Un homme et une femme, de Lelouch, qui était un film moderne, il y avait à un moment donné une femme qui dit à l'homme, un peu pour l'éprouver dans son amour, et les femmes, quand elles veulent éprouver les hommes dans l'amour, les mettent en difficulté, elle lui dit, qu'est-ce que, dans ce musée, si ça se mettait à brûler, qu'est-ce que vous sauveriez? Et elle s'attend à ce qu'ils disent, je préfère Picasso à Cézanne, ou Rembrandt à Van Gogh. Et lui, il voit passer un chat, il dit, je sauverai le chat parce qu'il est vivant, et je le laisserai partir après. C'est pas mal, ça veut bien dire que la vie, c'est plus important que tout ce qui est matériel. Et là aussi, je le dis, et tant pis si je choque un certain nombre d'entre vous, que le ciel soit vide ou pas, et qu'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, il n'y a rien de plus précieux que la vie humaine. Mais cette vie humaine, comme on disait tout à l'heure, est-ce que de temps en temps, je ne me pose pas la question d'aller trop loin? La première fois que j'ai fait ce débat, c'était à Draguignan. Draguignan, malheureusement, je viens d'en subir un peu le souvenir. C'est un endroit dans lequel il pleut peut-être autant qu'à Nantes, mais dans une période un peu plus courte. Voilà. Et donc, j'avais pris une voiture qui marchait pas très bien. J'avais des essuie-glaces qui étaient débordés par le flux d'eau qui tombait dessus. Et en allant à Draguignan, je me disais, tu vas voir que le premier jour où tu essayes de parler de la fin de vie, tu vas mourir avant d'en parler. Ça va être quand même un sacré paradoxe. Et j'imaginais le journaliste de Var Matin faisant un calembour douteux sur le fait que celui qui voulait parler de la mort n'a pu le faire parce qu'il est mort. Et comme je suis médecin, et donc inquiet et anxieux, je me posais une question simple, qui est de garde à Draguignan. Voilà. Parce que je me disais, après tout, un jour, mon vieux patron, que je trouvais vieux à cette époque, m'avait dit, l'infarctus de cette nuit, qui est mort, il était jeune ou il était vieux? Je lui avais dit, il était vieux, monsieur. Et il m'a dit, à quel âge il avait? J'avais dit 55 ans. Et il m'avait dit, tu verras qu'un jour, 55 ans, ça te paraîtra très jeune. Effectivement, je pense que c'est à peine la sortie de l'adolescence maintenant. Voilà, j'ai pris un peu de recul sur ce sujet. Mais toujours est-il que je me disais, est-ce que ce jeune homme ou cette jeune fille qui va me recevoir va pas dire, après il a passé la soixantaine, on va pas s'énerver, on va pas s'acharner surtout. Hein. Donc on va laisser filer. J'aurais bien aimé qu'elle s'acharne. Voilà. J'aurais bien aimé qu'elle essaie de me sauver ma vie. Et pour autant, je me disais aussi que peut-être 3 semaines, 3 mois ou 3 ans après, si je n'avais plus aucune pensée, si mon cerveau était totalement et irrémédiablement détruit, si je n'avais plus conscience que j'existe, si j'avais plus aucune possibilité d'avoir une relation, si minime soit-elle, à l'autre, est-ce que j'aurais perdu ma dignité? Non. Est-ce que je ne serais plus une personne humaine? Non. Mais est-ce que le fait de me prolonger serait raisonnable? Eh bien, je pensais à cette époque-là, dans cette voiture, que ça ne serait pas raisonnable si mon cerveau était détruit totalement et que je n'ai aucune possibilité, ni jamais de penser que j'existe, ni jamais d'avoir une relation à l'autre. Peut-être que cette médecine serait allée trop loin et j'aurais bien aimé qu'on appelle ma femme et mes enfants et qu'on dise on a fait tout ce qui était possible, mais maintenant il nous semble que la question du raisonnable doit se poser. Alors en face de la vie, dont on pensait qu'elle était la valeur suprême, mais dont on voit bien qu'elle est un peu contingente aussi, bien, il y a l'autre élément, il y a la liberté. On aime ça, nous les Français, la liberté quand même. C'est l'élément majeur de nos conquêtes, de nos combats, c'est une idée qu'on a au fond de nous. Et la liberté en médecine, ça s'appelle l'autonomie. Est-ce que je peux décider pour moi-même? Et effectivement, quand je dis la liberté, j'ai envie de dire, mais après tout, attendez. Et une fois de plus, que le ciel soit vide ou pas, ma vie est à moi, et je peux en sortir. Rappelez-vous Sénèque qui disait, je n'ai pas demandé à vivre, mais je peux sortir. Et si je regarde la loi, après tout, depuis 1792, le suicide n'est pas incriminé. Et si je porte atteinte à ma personne, c'est peut-être pas un droit, mais en tout cas c'est une liberté que j'ai. Et si j'en réchappe, eh bien, on ne me mettra pas en prison pour avoir essayé de tuer quelqu'un.
Et pourtant, réfléchissons à cette liberté. Cette liberté, elle existe, mais dans les hôpitaux, tous les jours, il arrive des gens qui veulent mourir. Et puis on les sauve. Tiens, c'est un drôle de paradoxe quand même. La solidarité me permet donc de passer au-dessus de la liberté des gens. Et pourquoi, au fond, on les sauve? Parce que la liberté, c'est de changer de volonté. Et la vraie liberté, c'est justement d'avoir la capacité de dire quelquefois oui et quelquefois non. C'est d'ailleurs pour ça que dans les pays démocratiques, il y a des élections. Parce que vous avez le droit de changer d'avis. Les hommes ont le droit de changer. Les situations ont le droit de changer. Et vous, vous pouvez changer d'avis. Et depuis l'âge de 18 ans, vous avez le droit de voter. Mais vous avez le droit de voter une fois pour les uns et une fois pour les autres. Si votre liberté était intangible, si elle ne bougeait jamais, vous n'auriez pas besoin de voter régulièrement. À 18 ans, vous direz, vous êtes pour les rouges ou vous êtes pour les bleus? Vous marqueriez, et puis le problème serait réglé. Et on ne vous convoquerait plus. Et on sait très bien que vous pouvez changer, parce que vous-même changez, parce que les gens pour qui vous votez changent, et que donc c'est ça la liberté, c'est de changer de volonté. Et peut-être que la liberté de celui qui dit « je veux mourir », eh bien, s'il change d'avis, il faut lui laisser la possibilité de changer d'avis. Et c'est pour ça qu'on réanime les suicidés, parce qu'on espère, et heureusement, cela se produit, on espère, et ça se produit, ils changent d'avis. Et à un moment donné, ils peuvent avoir envie de mourir, et à un moment donné, avoir envie de vivre. Repensons à des choses qui ne sont pas très gaies, et chaque fois qu'on est auprès d'un malade qui va mourir et que nous aimons, on sait très bien que lui est parcouru par ses désirs de vie et ses désirs de mort, et qu'il y a des moments où il a envie de mourir, des moments où il a envie de vivre, et nous savons très bien que même nous, qui l'aimons, nous avons par moments envie qu'il meure, parce que ça finit, et que ça finit de souffrir, d'attendre la mort, ce qui est un élément très douloureux. Et puis, en même temps, il y a des moments où on se dit, non, il faut qu'il vive encore, pour pouvoir voir le petit-fils, pour pouvoir attendre telle chose ou telle autre. Et chaque fois que l'homme se projette dans l'avenir, il a envie de vivre, puisqu'il dit, je voudrais bien attendre Noël, je voudrais bien attendre le premier de l'an, je voudrais attendre le mariage de la petite fille. Et donc là, il a envie de vivre, même quand il dit qu'il a envie de mourir. Et là, il faut accepter cette complexité, cette ambivalence que nous avons autour du lit des mourants, qui est ces désirs de mort et ces désirs de vie que même la famille ressent. Et que, forcément, les médecins, qui ne sont pas des surhommes, et les équipes soignantes, ont aussi, parce que la mort, ça libère. La mort, ça libère. Ce malade qui montre que je suis en échec, mais en même temps, la vie, ça montre bien que la médecine est efficace et que je sers à quelque chose. Et donc, j'ai cette ambivalence, pas cette ambiguïté, cette ambivalence. Alors finalement, la vie, c'était intangible, mais de temps en temps, je me pose la question, la liberté, c'est une valeur majeure, mais en même temps, de temps en temps, je me pose la question.